Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec un invité fabuleux comme toujours, Florent Toscano, des jeux au plat. Oui, c'est moi. Je sais pas si je suis fabuleux, mais c'est moi en tout cas. Si, tu es absolument fabuleux. On a plein de thèmes à aborder, je suis ravi que tu viennes, puisqu'en général c'est les éditeurs qui font le déplacement, qui me proposent, qui passent dans le secteur, qui très souvent ont un jeu qu'ils ont envie de nous présenter. C'est Cardzol que tu vas nous présenter, tout particulièrement, mais ça nous donne l'occasion de parler de tous les thèmes auxquels on pense quand on pense aux jeux au plat, et il y en avait plein. Moi j'avais plein de choses à aborder, donc je suis vraiment ravi de te recevoir sur le canapé d'un monde de jeux avec Sylvain, qui est présent comme d'habitude. On a quelques petits jeux qu'on a préparés, qu'on va faire avec toi, et notamment le premier, on va te lancer directement dessus. Sylvain, je te propose de lancer le numéro 2, puisque c'est de ça dont on va parler. J'ai demandé à Sylvain de sortir Google Translate qui nous propose d'avoir des noms dans toutes les langues. C'est une idée de Ludovic Maublanc qui n'est pas très loin dans les locaux d'un monde de jeu. Ouais, j'ai entendu. Oui, son esprit plane. Et tu as fait un jeu qui s'appelle Cosmopolite dans lequel on écoute des langues étrangères qu'on partage avec les joueurs autour de la table. On a des écouteurs, on les écoute. Et il faut réussir à identifier, alors à partir de la sonorité qu'on entend, le plat dont il s'agit. Et on va rentrer des noms de tes jeux qui vont être prononcés dans des langues étrangères. Il faut que tu arrives à deviner de quel jeu il s'agit. Trop bien. C'est génial. Vous savez que ça existe, ça. C'est le réseau des cafés ludiques qui a fait ça pour leur séminaire il y a quelques mois. Ils ont fait un Cosmo Quiz comme ça. Pas un Cosmo avec Quiz, des noms de jeux. Ouais. Ils avaient préparé avec une appli, un truc qu'ils avaient fait eux, machin, et ils avaient fait des séquences comme ça. Et les gens devaient aller chercher la boîte, quand ils pensaient qu'ils avaient retrouvé à quel jeu ça correspondait, ils devaient aller chercher la boîte dans la salle. D'accord. Ouais. Ça devrait pas être très très dur, surtout le premier, puisque oui, je pense on va commencer par quelque chose de spécial. En quelle langue? Alors c'est du grec. Très bien. Tu es prêt? Et si tu marques le point, on va compter les points. Cardzol. Bon, on va commencer par ça, il n'y avait aucun suspense. Ça sera plus dur sur la suite. Donc Cardzol, c'est le jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une gamme de petits jeux qui sont là derrière. Ils sont là, une belle alternance de orange très bien. Et de mauve. Donc on a réalisé une vidéo sur la chaîne Un Monde de Jeux, donc vous allez avoir tous les éléments pour savoir comment cela fonctionne. On va en reparler 2 minutes quand même. C'est un petit jeu, Cardzol comme son nom l'indique, qui fait penser au puzzle. C'est avec des cartes. C'est avec des cartes. Cartes puzzle. Voilà. Donc c'est quoi le concept? On a beaucoup travaillé le nom. C'est 6 jeux déjà, hein. C'est 6 jeux d'un coup qui sortent. Et le principe est tout simple en fait. Le principe est dans le nom du jeu. C'est une image qu'on va reconstituer en posant des cartes un peu en quinconce dans tous les sens pour arriver à reconstituer une image. Et ça c'est que la base en fait. Puisqu'après il y a plein de défis pour aller plus loin, par le jeu des recouvrements en fait. On va faire apparaître et disparaître certains éléments, donc pour raconter une histoire différente, pour changer l'image, voilà. Tous sont jouables en solo. Oui. Certains sont jouables en duo, en face à face. Comme un puzzle en fait, ça joue en solo. Il y en a un qui est jouable en coop jusqu'à 4. Et voilà. Et puis au niveau des défis et des gameplays, c'est vraiment tous très très différents. Et dans chaque boîte, en fait, il y a 2 Cardzol. Oui. On a travaillé des cartes recto verso, ce qui est balèze, parce que normalement la carte c'est que recto. Nous, on a réussi à faire des cartes recto verso. Et donc du coup, il y a 2 images avec 2 Cardzol qui ont chacun leur propre défi. Donc voilà. Donc du coup, plutôt très rejouable. Et avec des surprises au sein de chaque Cardzol et puis entre chacun en fait. Et donc toute l'originalité, ce qu'on disait, même l'originalité technique du jeu, c'est vraiment ce côté où tu vas faire, contrairement à un puzzle où tu fixes tes pièces et c'est terminé, là chacune des cartes va pouvoir être bougée dans un sens et tu vas pouvoir modifier l'image en fonction des différents défis à réaliser. Exactement, c'est ça. Donc ça c'est la planche d'impression de Cardzol, donc ça a été imprimé au mois de juin. À l'imprimerie Faute, à Lyon. Je sais pas où tu as eu ça, sur Facebook en fait, tout simplement. Oui, je fais des recherches. Alors c'est très pratique, de nos jours on a Facebook, je sais pas comment faisaient les gens qui interviewaient en vidéo au temps préhistorique, parce qu'ils n'avaient pas accès à toutes ces données-là. Mais aujourd'hui on a plein de choses, tu nous montres très très souvent les imprimeurs, j'ai remarqué. Ouais, comme c'est imprimé, là pour le coup c'est vraiment imprimé à la maison en plus, donc c'est à Lyon, c'est chez nous. Donc c'est assez facile d'aller voir l'impression et puis de récupérer les planches. Du coup chez moi j'ai des planches de tous les jeux. Et je suis presque un peu déçu parce que tu dis que tu imprimes à la maison à Lyon, mais tu venais imprimer ici, en Franche-Comté, juste à 10 km de chez moi. En fait, il y a les cartes des bois des Quatsu qui sont imprimées ici, et les cartes de l'empereur aussi. C'est la même matière, c'est la même carte graphique. Et ça c'est la planche d'exploration extrême. C'était trop cool de rebosser avec Jérôme Jouret, du coup, c'est l'illustrateur de Lincoln. Et j'avais super envie de rebosser avec lui. C'était un des premiers à qui j'ai parlé de Cardzol et quand j'en ai parlé il était super excité, il aime bien les défis, lui il est prof de dessin à l'école Émile Coll à Lyon, prof de BD en fait, pas de dessin je crois, prof de BD
Alors on précise que c'est l'auteur de Lincoln, donc tu l'as déjà cité, c'est un auteur de bande dessinée qui est assez reconnu dans le milieu de la bande dessinée, et donc Cartzel, ça vous permet aussi d'avoir des approches qui sont complètement différentes au niveau du graphisme, puisque on l'a dit, il y a des œuvres qui sont des œuvres connues, comme le Klimt, comme Bruegel, et de peintres connus. Et d'autres qui sont des créations pures, directement pour ça. Il y en a 3 dans le premier tirage, on espère qu'il y en aura d'autres. Et donc vous avez une illustration de Jouvray à l'intérieur. C'est ça. Avec c'est assez narratif, un aventurier au pôle Nord en fait qui débarque depuis son bateau et puis qui va explorer le pôle Nord pour planter son drapeau pile au pôle. Sauf qu'il va mourir 9 fois. Enfin, il va pas mourir 9 fois parce qu'on le voit un petit peu. Sur les quadrillages qu'on a, on a quelques petites séquences où on aperçoit un petit une bulle avec une tête de mort. C'est ça. Donc un des défis justement, c'est d'arriver à lui faire arriver à bon port sans mourir une seule fois. Ce qui est chaud. Et là, on comprend que c'est pas du puzzle, c'est pas juste un puzzle dans lequel il va falloir retrouver les bonnes cartes pour les placer aux bons endroits. On comprend qu'il y a un aspect narratif, on comprend surtout qu'il y a un aspect ludique. Ouais. Mais là, on retrouve un petit peu des choses qu'on a vues aussi dans certains jeux que tu as fait assez récemment, que tu as produits, comme La Marche du Crabe ou comme Cosmopolite. C'est qu'on a le jeu de base, mais ça va au-delà. Vous imaginez des systèmes au-dessus pour essayer d'emmener les joueurs un petit peu plus loin. Moi, j'adore, et c'est avant tout une envie pour nous, en fait, parce qu'on n'a pas envie de... On a envie vraiment de proposer un truc un espèce de truc waouh, en fait, mais du début à la fin, où on se dit... moi, j'adore quand j'ouvre un jeu, en fait, d'être surpris super souvent. Et de pas me dire... Je détesterais, surtout maintenant, en fait, qu'on dise ah ouais, c'est sympa, ou ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, c'est une mécanique, et puis basta, et ça, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai vraiment envie qu'il y ait un supplément d'âme qui touche le joueur, en fait, et que la mécanique, en fait, apporte une vraie émotion au joueur, et que ça lui donne envie de rejouer, puis d'aller plus loin, puis de se dire, ouais, putain, ils ont été voir ça, etc. Puis ça tient la route, l'histoire, elle est vraiment reliée à la mécanique, il y a vraiment un sens, etc. Donc je m'attache vraiment à ça, et on s'est vraiment accordé avec Juan et Bonny, du coup, sur le jeu, puisque c'est les 2 autres auteurs du jeu. C'est même eux qui l'ont... qui ont permis qu'il soit aussi riche que ce qu'il est maintenant. Et on est vraiment d'accord là-dessus, sur l'aspect culturel que le ludique doit prendre, en fait. Il ne faut pas juste que... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est juste notre point de vue et la façon dont on a envie de les développer. On ne veut pas juste que ce soit un jeu, mais que ça aille un peu plus loin. Sans que ce soit pour autant éducatif. C'est hors de question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a très très bien fonctionné avec Cosmopolite, parce qu'on en a énormément entendu parler. Alors nous, quand on l'a découvert, on n'avait pas tout cet aspect-là, on l'a juste découvert avec plaisir au Festival de Bruxelles il y a 2 ans, il me semble. Mais par contre, derrière, il y a eu énormément d'échos. Ouais. On en a beaucoup parlé au moment de l'Asdor, parce que c'est un jeu qui était pas mal attendu, qui n'a pas été sélectionné, je crois, au final. Non, je crois pas. Attends, non, mais moi je mélange par contre. Non, non, c'est sûr que non. Mais effectivement, cet aspect-là a parlé à beaucoup de monde dans le monde du jeu, au-delà des joueurs d'ailleurs, parce que même vos concurrents éditeurs ont beaucoup parlé de ce jeu à ce moment-là aussi et étaient curieux de le découvrir. Mais ce que tu disais avec Cartzel, et du coup, ce que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est de se dire qu'on peut arriver à toucher à la fois des joueurs très casual, très famille, et à la fois du geek, avec le même objet en fait. Ça a été le cas avec Cosmopolite, qui pourtant est un jeu d'ambiance, finalement, c'est des parties qui durent 6 minutes, c'est super simple, etc. Et on s'est rendu compte que ça touchait vachement les geeks, qui adoraient, etc. Ouais. Et là, Cartzel, du coup, on l'a fait tester à plein de gens de connaissances, donc beaucoup de gros joueurs, puisque forcément, on est joueurs, et qui s'y retrouvent vachement, en fait. Et j'adore cette idée, en fait, que dans un petit jeu, dans un truc simple, non, pas simpliste, mais simplissime, dans l'accès, tu puisses toucher à la fois quelqu'un de... Parce que, comme tu disais, l'accès est super simple, mais que ça soit suffisamment profond, que ça y ait une proposition ludique qui soit suffisamment forte, pour titiller malgré tout le geek. Oui, mais c'est quelque chose de toute façon qu'on retrouve de plus en plus maintenant. J'ai l'impression que les frontières, elles sont moins nettes que peut-être à une certaine époque. Il y avait les joueurs qui faisaient du... comment ça s'appelle ce jeu dans cette boîte ronde ? Double. Il y avait les joueurs qui faisaient du double d'un côté et les joueurs qui faisaient du gros jeu d'un autre côté. Et surtout, les deux ne se mélangeaient pas. Et dans les soirées jeux, c'était... Il ne fallait pas être assis à côté d'une table qui fait du bruit quand on fait un jeu qui est beaucoup plus sérieux. Mais j'ai l'impression que c'est plus tout à fait la même chose. Là, on a fait une soirée jeu il y a 2 jours avec Jube et Jérôme, qui sont quand même des joueurs de gros jeux, s'il en est. Eux en font partie, en tout cas. Et au final, Jube, il est reparti. Le lendemain, il m'a écrit « Ah, j'ai acheté So Clover que j'ai découvert chez vous. » Donc cet aspect-là, maintenant, les joueurs, à partir du moment où c'est ludique, si vraiment ludique et c'est un jeu auquel on va jouer, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser
parce qu'on est des joueurs de gros jeux. Puis le jeu qui se démocratise, en fait, qui touche de plus en plus de monde, le premier accès en général, c'est des jeux très simples. Mais ces joueurs-là qui commencent par découvrir des jeux très simples, en fait, ils évoluent en allant vers des jeux de plus en plus drus, sans pour autant ne plus aimer les jeux simples. Donc du coup, ça veut dire que forcément, sur l'ensemble de la communauté des joueurs, c'est plus disparate et plus riche que juste ceux qui font du party game et ceux qui font du jeu costaud, quoi. On attaque avec un deuxième jeu. Tu es prêt? Cette fois, c'est du russe. Je suis très très prêt. Je rapproche du micro. C'est parti. C'est très facile. Moi, je l'aurais trouvé. Visiblement, il faut qu'ils réfléchissent bien. Ah, t'as vu? Non, là, c'est français. Là. Bon. Attends, faut que je réfléchisse. Alors, attends. C'est à moi de gérer ça. T'appuies sur un truc et ça foire. Mais pourquoi il me l'a pas fait? Яблоко, яблоко. Ah, yabloko, yabloko. Ah, pom-pom. Bravo, il est bon en russe. Attends, mais j'ai... Bon, je touche plus à ton appareil. Tu touches plus à mon appareil. Mais oui, je voulais te lancer sur Pom Pom. C'est ton premier jeu, Pom Pom? Ouais, alors oui, pom-pom, c'est une histoire méga particulière. Donc il est sorti il y a 10 ans. Ouais. Il ressemblait pas à ça. Je me souviens du tout petit stand à Cannes que tu avais pris pour présenter Pom Pom. On était sur le stand de paille. À l'époque, on avait une table sur le stand de paille. Et ouais, c'était il y a 10 ans. Et du coup, donc moi je travaillais encore. Enfin, j'avais pas un vrai, mais un autre métier avant. J'étais chercheur en biologie en fait. Quand on s'est rencontrés, tu avais déjà Pom Pom à l'époque ou alors c'était juste oui, avant? Je crois que oui, puisqu'en fait je me rappelle t'avoir fait jouer au proto de Migrato, qui était la suite, le jeu qui venait après. C'est possible, ouais. Quand tu étais venu à Chamboulou. Je m'en souviens plus du tout. Il y a bien une dizaine d'années. Oui, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Donc c'était dans ces eaux-là. Et donc oui, Pom Pom ne ressemblait pas à ça avant. On l'a redesigné, c'est Bonnie qui a refait cette illustration et celle qu'on voit là en 2016, je crois. Et c'est notre premier jeu. Alors c'est un jeu que j'ai fait avec Johanna Poncé, qui était ma compagne d'alors. Ouais. Et on a fait juste pour s'amuser. Donc en dilettante, puisqu'on avait chacun un boulot à côté. Et on s'était renseigné. Enfin, à la base, on l'avait fait pour une association à Lyon, qui est une AMAP, qui s'appelle toujours la Croquetique, qui distribue des paniers de fruits et légumes de producteurs locaux. Ils voulaient faire une mallette pédagogique et dedans mettre un jeu, pour parler de la saisonnalité de production des fruits et de légumes, des risques saisonniers pour les producteurs, de production locale, circuit court de distribution, etc. Et du coup, j'avais planché sur ce jeu, qui est mon premier jeu, Pom Pom. Et je l'avais montré à droite à gauche, et puis ça plaisait bien, et du coup on s'est dit, tiens, ça devrait exister. Et puis Yvrenou, que je connaissais bien de Paille Édition, ça lui a vachement plu, donc il a dit, écoute, moi je veux bien le distribuer. Sauf que pour le distribuer, il fallait l'éditer, et puis du coup on s'est dit, tiens, on n'a qu'à l'éditer nous, créer une maison d'édition pour le faire. Donc on a créé Hopla pour éditer Pom Pom. Et en fait, Pom Pom, ce que j'aime bien, c'est que 10 ans après, on se rend compte que tout l'ADN de ce qu'allaient devenir les jeux Hopla était déjà contenu dans cette petite boîte. Tant au niveau de la philosophie du jeu, finalement, un petit jeu simple, mais un jeu original malgré tout, un vrai jeu de société entre guillemets. Mais par contre, avec un contenu naturaliste qui est là, mais sans que ce soit un jeu éducatif. Donc en fait, c'est des producteurs de fruits et légumes des Monts du Lyonnais qui ont choisi tous les fruits et les légumes du jeu, qui ont choisi les calamités. Et on a accompagné le jeu d'un livret avec une douzaine de pages, avec plein d'infos sur tout ça, que moi j'avais rédigé, et puis sous couvert avec le crédit des producteurs. Oui, il y avait déjà toute cette démarche-là de faire un jeu qui est inséré dans une démarche qui est plus large. C'est ça. Et puis avec une production 100% française, une éco-fabrication 100% française. Dès le début. Ouais, tout était là en fait. Et du coup après on a fait évoluer ça, mais en fait c'est la base, la vraie base. Et il est toujours dans votre catalogue? Vous continuez à le... Alors oui, mais tous les jeux en fait, tous les jeux sont toujours au catalogue parce qu'on met tellement de soi dans chacun des jeux, tellement d'énergie. J'ai dit les 10, mais je suis pas sûr du chiffre. Il y en a 17. 17. Ouais. 17. Ça fera 23 là avec Kartzel. La politique que je veux jusqu'à présent, j'espère que je vais m'y tenir, c'est de jamais tuer aucun jeu. En fait, de toujours laisser tous au catalogue. Mais ça c'est possible. Il n'y a pas des moments où certains jeux vont peut-être prendre trop de place? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas là on arrive à tenir ça, et ça permet aussi qu'il y a des jeux des fois qu'ils ont très peu pendant quelques années, puis on construit un nouveau circuit de distribution où ça fonctionne, et même s'il y a que quelques personnes, enfin même s'ils se vendent très mal et qu'il y a que quelques personnes qui les achètent, ça veut dire qu'ils ont une micro-place, une nano-place. Moi ça me va. Donc pour l'instant j'ai pas besoin de les tuer, donc j'ai aucune envie de le faire en fait. Il y a la question de la réédition aussi quand même derrière, c'est que si jamais ton jeu se vend assez peu en réalité et qu'à un moment il est épuisé, tu es obligé de le rééditer pour le garder au catalogue. Pom Pom, on l'a réédité il n'y a pas longtemps. Là, on en a retiré 2-3 000 il n'y a pas longtemps. 3 000, ah oui, c'est pas un tout petit tirage non plus, ça. Non, mais même si ça met 3 ans à s'écouler,
voilà, on les a, on le refait. En même temps que Pom Pom, vu qu'on a des gammes, c'est toujours le même format, donc du coup, on réédite plusieurs jeux en même temps pour augmenter les volumes, plus des nouveautés éventuellement, donc du coup, les prix à l'unité baissent. Donc on essaie de se retrouver comme ça, de faire des jeux en amalgame comme ça. En tout cas, ça fonctionne pour l'instant. Je sais pas si ça sera éternel, j'adorerais, mais j'aime bien l'idée. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai entendu des boutiques, ça c'est un peu magique. Non, en fait, en vrai, j'ai entendu une boutique récemment qui m'a dit c'est vrai qu'ils commandent régulièrement des jeux qui se vendent peu, mais en tout cas régulièrement. Et elle m'a dit ouais, mais moi, tu fais le parti de tous les garder au catalogue, de jamais les tuer, donc moi je fais le parti de soutenir ça, je trouve ça cool, donc je les présente tous dans la boutique. Ce que je trouve génial, parce qu'une boutique a quand même déjà du mal à prendre tous les jeux qui sortent dans l'année, ce qui est loin d'être possible. Donc j'étais super flatté qu'en fait, alors, il y en a certains, il en a que un ou deux exemplaires, mais en tout cas, il prend tous les jeux. Et il les vend tous pour soutenir le principe. Il joue le jeu. Ouais, c'est ça. Okay. Que ce soit pas un objet qui dure que quelques semaines et qui est mort après. Oui. Ok, bah c'est un sacré pari en tout cas. Et du coup, tu as commencé à aborder le thème du fabriqué en France. C'est ça, c'est à l'époque où je portais une marinière. J'ai retrouvé cette image du Parisien qui nous avait marqué à l'époque, hein, quand Arnaud Montebourg défendait à grand renfort d'images et de slogans le Made in France. Mais toi, dès le premier jeu, donc tu es parti là-dessus. Et c'est pas une démarche si évidente que ça. Bah non, parce que ça coûte cher. Ouais. En fait, c'est un vrai coup. Je déteste quand il y a autant de bleu, blanc, rouge que là. En fait, c'est tellement gerbant. Non, mais autant sur les. Enfin, c'est gerbant parce que c'est tellement amalgamé à des idées un peu protectionnistes. Ouais, mais enfin là, en l'occurrence, c'est Arnaud Montebourg, donc a priori. Oui, ça va. Il y a une marinière, c'est mignon. mais cela dit, n'empêche, c'est peut-être pas si mal d'avoir un porte-drapeau comme ça du truc qui soit pas justement pour le coup protectionniste, mais qui soit plutôt dans le bon sens du terme. Mais je m'attache quand même pas à mettre de bleu, blanc, rouge sur les boîtes et tout ça, parce que on fait le salon Made in France là, une fois par an à Versailles chaque année. Donc un gros salon avec des entreprises qui font que du Made in France. Et des fois tu dis que ça va un peu loin. Il n'y a que 3 couleurs, quoi. Tu vois, ouais, du bleu, ouais, du rouge, mais c'est pas que pour les bonnes raisons, quoi. Enfin, parce que toi, c'est quelque chose que tu fais. Alors, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est par conviction, mais c'est pas forcément pour. Est-ce que tu t'en sers en termes de communication aussi? Oui, carrément, parce que j'en parle en fait. Je suis transparent là-dessus et puis je suis fier en fait. Je suis content de le faire. Avant tout pour une raison environnementale. On voulait pas que les jeux voyagent, donc on veut que ça soit fabriqué localement pour pas que ça voyage. Il y a la UEG là récemment, donc l'Union des éditeurs de jeux. Il y a eu une commission écologie et on a fait appel à un cabinet pour faire une étude justement sur l'impact environnemental des jeux, assez récemment, et le transport a un vrai impact forcément. Donc du coup ça c'était la première raison. Et puis la deuxième, c'est que nous, donc on n'exporte pas nos jeux non plus. Du coup, mais oui, c'est la question qui allait suivre en fait. Ouais, on les exporte on va que en Belgique, en Suisse, parce que la production en France, elle est tout à fait logique et elle est écologique si jamais les jeux sont vendus en France. Mais si jamais tu veux les vendre en Chine, par exemple, ce qui n'est pas forcément un marché très très accessible, mais quand même. On les vend. En fait, on n'exporte pas et on les vend que sur licence. D'accord. Donc en fait, ils sont quand même disponibles dans certains pays si les éditeurs qui achètent la licence s'engagent à le vendre dans le pays. Donc si on fait en France aussi, c'est aussi d'un point de vue économique. Je trouve ça plus pertinent de filer. Enfin, les jeux qu'on fabrique en France sont vendus en France. Je trouve ça juste plus pertinent de filer des ronds aux gens qui fabriquent nos jeux en fait. Enfin, c'est juste économiquement plus sain. Même si c'est pas si simple que ça dans l'absolu. Et du coup, j'aime bien que ce soit pareil partout en fait. Et du coup, l'éditeur qui signe nos jeux sous licence, il doit le fabriquer dans le pays dans lequel c'est vendu. Ce qui flingue 90% des contrats. En vrai, la plupart du temps, ça se fait pas pour ces raisons-là en fait. Il y a des gros trucs avec Hop le Jeton notamment. C'est mes premiers gros questionnements par rapport à ma politique. Parce que j'avais eu des grosses propositions du leader mondial en fait, du jeu joué, qui voulait faire Hop le Jeton sur le marché mondial. Et que j'ai décliné parce que c'était pas. Ça correspondait pas à ta vision des choses. Et ça a été le premier nom qui m'a vraiment titillé quand même. Oui, parce que là, ça peut changer aussi la viabilité de l'entreprise. Oui, ça sauvait. Ça a assuré le confort financier de l'entreprise pendant plusieurs années. Mais ça a été dur au début, puis maintenant j'adore dire non en fait. Du coup, finalement, ça s'est transformé en. Et après, voilà, après, il y a des trucs qui se font, et du coup, c'est toujours cool quand ils jouent le jeu, et. Du coup, la plupart se font pas. Alors, il y a le Bois des Quatsu qui avait un petit succès, du coup, a quand même été signé en Pologne, en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis. Mais aux États-Unis, après, ils ont dit plus jamais. Il y a des trucs rigolos au Canada, par exemple. Tu te dis, le Canada, c'est un pays qui est plein d'arbres en bois, et ben non, le papier et le carton, c'est hors de prix, et hors de question de faire des jeux au Canada, c'est un peu dommage.
Mais oui, voilà, bref. En tout cas, c'est... Mais ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression aussi que quand on dit attention, nous, c'est fait en France, on distribue, on fabrique en France, il y a un petit côté, on fait la promotion de nos jeux, on met les choses en avant et on pense pas effectivement que. Enfin, moi, je savais pas que du coup, tu faisais l'impasse sur des contrats qui forcément aident parce que tous les éditeurs qui viennent ici nous disent que maintenant, 60 à 80% de leur chiffre d'affaires, c'est la vente à l'étranger et que c'est super important pour le développement de la société. Bah oui, oui. Bah nous, on se prive de ça. Alors Cosmopolite, qui a quand même connu un vrai gros succès d'estime en France, succès d'estime dans le sens où c'est un jeu qui est très estimé, vous avez réussi à le placer dans pas mal de pays? Non, pas encore. Alors non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas une grosse force de frappe et j'ai pas un réseau monstrueux, donc du coup, tous mes contacts se font à Essen, en fait, chaque année, uniquement. Ce qui marchait plutôt bien jusque-là, sauf que comme il y a eu la guerre là, depuis 1 an et demi, du coup, il n'y a plus d'Essen. Et du coup, Cosmopolite n'a pas été présenté. Donc le seul à Cannes, du coup, je l'ai montré à Ur, en Allemagne. Alors, je frime un peu parce que maintenant, ça fait quelques années que je sais qu'on dit Ur et pas Hush. Qui le localise en Allemagne, en faisant un vrai travail d'adaptation en plus, puisque du coup, le continent France est remplacé par un continent Allemagne. Ils ont réenregistré des dialectes, etc. Donc ils ont vraiment fait le taf vraiment super comme il faut. Il va sortir en fin d'année. Et il va sortir au Japon aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est les 2 seuls pays dans lesquels il est localisé. Le Japon peut fabriquer ses jeux en local. Ouais. On apprend plein de trucs. Ouais, le Japon, c'est Suguro Koya. Et il fabrique au Japon. Alors, j'en reviens à la photo que j'aime bien diffuser en général au début. J'aime bien montrer une photo de l'équipe. Et là, l'équipe, je sais pas trop ce que c'est l'équipe des jeux au plat. Donc j'ai trouvé. Donc je serais content de les voir. Parce que... Bah non, j'ai trouvé une photo de Cannes. Ouais, c'est une chouette photo parce que c'était le Cannes le plus magique de l'univers, ça. C'était le dernier Cannes en fait. Et donc on voit quelques personnes. Je connais pas toutes les personnes qui sont sur cette photo. On voit Bonnie déjà. Ouais. On n'a pas Rohan sur cette photo. Alors l'équipe vraiment, c'est en bas à droite, c'est Bonnie et Fabienne. Oui. Donc Fabienne qui vous a rejoint récemment. Fabienne qui est avec nous depuis 1 an là, à peu près, un peu plus. Bonnie qui est depuis toujours, mais qui est salarié depuis le 1er janvier. Et après, c'est les linguistes. Et c'est Julien qui est à côté de moi, Julien Protière. Oui, Julien Protière, qui est l'auteur de plein de jeux, dont La Marche du Crabe. C'est l'auteur de La Marche du Crabe, c'est mon co-auteur de Cosmopolite. De Cosmopolite également, oui. Et les autres gens, c'est donc de haut en bas, le monsieur avec les lunettes, c'est Egidio Marsico, qui est linguiste. C'est les linguistes du labo DDL, en fait, avec qui on a fait le jeu Cosmopolite, le labo dynamique du langage à Lyon. Donc Egidio, Marion, Jennifer et Rabia, qui sont venus à Cannes. C'était un Cannes magique en fait, parce que du coup c'était la sortie de Cosmopolite. On a eu un monde de gueux sur le stand, on avait pris un stand un peu plus gros. Et tout le labo était venu pour présenter le jeu et faire des animations, faire des trucs. Donc ça reste un Cannes magique, malgré le fait que le jeu n'ait pas été sélectionné. Non, mais c'était trop... Mais en fait c'était curieux ce truc-là, parce que moi je l'avais mal vécu en fait. Pas le fait de ne pas être nominé, pas le fait de ne pas être nommé, pardon. Mais tout ce qu'il y avait eu autour, parce qu'en fait j'ai reçu des quantités de messages hallucinantes, et puis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça a fait quand même un tollé le fait qu'il ne soit pas sélectionné. Mais du coup c'était lourd à assumer, parce qu'en fait les gars du jury, je connais la plupart, et ils font le taf, tu t'en sais quelque chose en fait. Oui, moi je trouve que, en fait, j'ai eu le même regard sur cet épisode-là, c'est que Cosmopolite, qui était annoncé comme un jeu qui méritait d'être dans la sélection selon certaines personnes, pas selon tout le monde d'ailleurs, ça vous a été présenté de telle manière que je me suis dit que ça allait être très difficile à vivre pour vous, puisque au final, il y a plein de jeux qui méritent d'être sélectionnés. Il n'a pas été retenu cette année-là. Moi, je ne m'amuserais pas à dire que c'est un scandale. Je ne partirais pas dans cette voie-là, parce qu'en fait, il y a plein de raisons à chaque fois. Et pour avoir fait partie du jury qui n'a pas sélectionné Anabi, qui n'a pas sélectionné pas mal de jeux qui l'auraient mérité, qui n'a pas fait gagner King of Tokyo, etc. On a plein de jeux à côté desquels on est passé, qui ont fait leur carrière. Cosmopolite fait sa carrière aussi, et je sais que pour l'éditeur, c'est super dur d'entendre systématiquement le fait que c'est une injustice, alors que ces prix-là sont construits autour de petites injustices, mais chaque année, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place pour mettre tous les jeux qui le méritent. Oui, carrément, et puis c'est un choix, et puis c'est comme ça, et puis... Mais moi, ça a été compliqué, j'avais hâte que... Alors, c'était un cas de magique, mais j'avais hâte que ça passe, qu'on passe à autre chose, et que cette histoire... Parce que c'était un peu lourdingue, en fait. Et par contre, c'était magique malgré tout. Oui. Cette espèce de vague qu'il y a eu. Oui. Et cette histoire d'as de cœur, en fait, que le public, enfin que les joueurs ont créé, et qui du coup, on s'est fait. Je sais pas si vous étiez là, mais on avait fait un soir à Cannes, du coup, un happening, où on avait fait un as de cœur, puisque du coup, il y avait cette histoire sur Facebook, partout sur les réseaux. Vous avez l'as de cœur, l'as du public, l'as des joueurs, c'est ce qu'il y a de mieux, etc.
Et du coup, j'avais fait 300 badges en fait de l'As de cœur. Bonnie avait fait un logo et puis un petit diplôme. Et qu'on avait filé à tous les gens qui étaient venus à l'happening pour leur dire ben voilà, en fait, c'est l'As de cœur, c'est vous qui le méritez. Donc on vous remet à tous un prix. Du coup, on a refilé le prix de l'As de cœur à tous les joueurs qui étaient là ce soir-là. Et Mathieu Despnous nous a refilé son cocktail d'or. Et ça, c'était trop cool. Mathieu Despnous a aussi beaucoup essayé de vendre le Cosmopolite qu'il a beaucoup apprécié. Bon, ça fait partie des côtés positifs, malgré l'aspect un peu lourd parfois de voir, alors pas de Mathieu, mais d'être attendu comme ayant le prix et de ne pas être sélectionné. Il faut surtout se rappeler que l'As d'or, on ne connaît pas bien les critères en fait, ils changent chaque année. C'est selon la personnalité du jury, selon l'attente qu'on donne. Est-ce que c'est un prix qui s'adresse au très grand public? Est-ce que c'est un prix qui est culturel? Est-ce qu'il y a tous ces aspects-là qui changent? Et chaque année, c'est pas tout à fait exactement les mêmes critères qui rentrent en compte. En tout cas, le succès de Cosmopolite, lui, il est évident. Vous en avez vendu beaucoup? On peut poser cette question-là? On a vendu 40 000 en France. C'est quand même pas mal pour un petit éditeur comme Opla. C'est pas un jury de dire ça. Ah non, c'est pas une énorme structure. Un micro-éditeur, mais en fait, pour le coup, on est tout petit. Et... Oui, c'est trop bien. Enfin, nous, c'était magique. Mais en fait, Cosmopolite, c'est une histoire magique. Alors là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure de ceux qui parlent sans arrêt, mais je peux en parler des heures parce que c'était une aventure, mais de folie. Ça a duré presque 4 ans. À la base, c'était un jeu de commande. Ça ne devait pas être édité. Oui. C'était un jeu de commande du labo qui fait pas que de la recherche scientifique en fait sur la richesse et la diversité des langues du monde, mais qui fait de plus en plus beaucoup de sensibilisation et de médiation auprès du grand public, dans des fêtes de la science, dans des ateliers, dans les lycées, enfin voilà, beaucoup de sensibilisation. Ils veulent beaucoup casser les idées reçues sur les langues. Ils ont déjà pas mal de supports, ils sont hyper inventifs et ils voulaient un jeu pour aller plus loin. Et puis du coup, ils ont fait appel à nous pour développer ce jeu. Et c'est petit à petit, de fil en aiguille, en fait, on a mis presque 4 ans à le développer. D'un certain niveau, on s'est dit, on est en train de faire un truc, là, c'est dommage que ça reste que pour la sensibilisation, en fait. Il faudrait que ça arrive au grand public. Et puis quand j'ai fait tester à droite à gauche ce qui était une version très bêta, en fait, on sentait qu'il se passait un truc, en fait, et puis qu'on était en train de faire quelque chose d'un peu particulier. Et on s'est hyper bien entendu avec toute l'équipe, en fait, avec le développeur aussi, donc Sébastien, là, qui est pas sur la photo, avec... Stéphane Escapa, l'illustrateur, qui est un copain et qui a fait tellement plus que l'illustration du jeu, en fait. Il a été hyper loin il participait à toutes les réunions. Et du coup, on n'avait pas envie que ça s'arrête, en fait. C'était 4 années géniales. Tous les jeudis, on se retrouvait pour bosser. C'était trop bien, c'était hyper riche. Marion, qu'on voit là, c'est elle qui était en charge. Elle a été embauchée pendant 1 an à temps plein. Elle a presque fait que la base de données, en fait, du jeu. Oui, sacrée base de données, oui, il y a eu du boulot. Bah ouais, parce que du coup, il y a 60 langues. Tout ce qu'on entend, en fait, dans l'appli, c'est des locuteurs natifs. Donc il y a 60 langues de locuteurs natifs qui ont été enregistrés donc, au début dans le réseau, puis après petit à petit faire activer le réseau de chacun à droite à gauche pour enregistrer dans le monde entier en fait des plats typiques, etc. Et il y a des histoires géniales en fait. On a du Nigidal par exemple, qui à l'époque, alors il y a 4-5 ans, qui était parlé que par 7 personnes dans le monde. Il n'y a que 7 locuteurs de Nigidal dans le monde. Et je trouve magique qu'en fait maintenant il y a des milliers de gens tous les jours qui entendent et qui parlent quelques mots de Nigidal grâce au jeu. Grâce au jeu, ouais. Je trouve ça assez fou. On imagine du coup le travail de recherche qui allait être hallucinant pour justement trouver ce genre de petites langues très peu parlées comme ça. L'idée c'est d'avoir des langues, la richesse et la diversité, donc à la fois des langues très parlées, des langues peu parlées, et à la fois des langues, alors je suis pas bien placé pour en parler parce que je suis pas linguiste, mais des langues avec différents types de parler en fait. Des langues à clic, tu sais, au milieu de la phrase, tu fais qui sont super durs, qui sont dans les derniers niveaux là. Et puis pareil, là, au niveau de la répartition géographique. Donc à un moment, il manquait des langues du Grand Nord en fait, des langues du pôle Nord. Et là, c'est un peu emmerdant pour trouver des gens dans le pôle Nord. Alors moi, j'avais une nana avec qui j'avais bossé sur La glace et le ciel en fait, qui était dans l'ONG Wild Touch de Luc Jacquet à l'époque. Et je savais qu'elle était souvent sur un voilier de recherche au large du Groenland. Et du coup, je lui ai envoyé un mail, et puis les jours où elle avait un peu de bande, elle a reçu mon mail, et du coup elle m'a dit oui, c'est bon, je peux enregistrer quelqu'un en fait. Mais ça a été une épopée pour elle, parce que du voilier, il a fallu qu'elle aille au village à côté. Du village, il a fallu qu'elle trouve un pêcheur qui l'emmène au grand village à côté pour enregistrer une institutrice. Après, il a fallu que ce soit traduit de l'anglais aussi c'est le Kalaalleq, la langue en question, c'est une langue inuite. Et voilà, donc ça lui a pris toute une journée pour nous enregistrer ces trucs, mais en fait, tu te dis, putain, tout ça pour un jeu, et ça multiplié par 60 en fait. C'est ça, en fait, t'as l'impression qu'il y a vraiment une multitude d'histoires autour du jeu. Ouais, on en a plein, et puis même au niveau du développement, humainement, c'était trop bien, et du coup, on est trop content qu'il y ait eu un succès d'estime, un succès commercial aussi,
Et puis du coup, on continue, parce Oui, qu'on bosse sur une extension. Là. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a une suite de Ouais. prévue. Il y a une suite, on prend notre temps aussi. Le Covid n'a pas arrangé les choses pour se voir régulièrement et pour bosser. Là, on est de nouveau dessus assez comme il faut. Mais pareil, donc l'idée de la suite, c'est pas pour faire une suite. C'est parce qu'avec le labo, il faut qu'il y ait du sens, en fait, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue apport, en fait. Donc là, on essaie qu'il y ait un apport ludique et un apport scientifique, les deux. On passe du coup au troisième jeu et n'en touche plus. C'est bon. Je m'en occupe. On a choisi du bulgare. Très bien. Tu es prêt? Apocalipsis в зоопарке Carson City. Facile. J'écoute pas en amont. Je Facile. me rends compte quand j'entends que c'est plutôt facile. En C'est fait. facile. C'est POC. Évidemment, c'est ça. Non, c'est pas POC, t'as mal écouté. Là, on entend très très bien ce que c'est. Ouais, c'est Apocalypse aux zoo de Carson City. Exactement, bravo. Bah, c'était le moment de parler de ton rapport avec la bande dessinée, puisque c'est le, C'est bien le parce que troisième jeu sur la bande dessinée, Apocalypse aux eaux de Carson City. Non, c'était le Alors- deuxième, et il y en a eu un troisième depuis avec La Marche du Crabe. Ouais, en fait, le tout premier, c'était Lincoln, Lincoln, oui. mais que j'avais fait juste. En fait, je connaissais les frères Jouvray, qui sont Oui. les auteurs de la BD Lincoln. J'étais super fan de Lincoln. Et du coup, j'avais fait le jeu Lincoln, mais juste pour qu'il y ait un jeu Lincoln. Je pensais jamais l'éditer, puisqu'à l'époque, j'avais pas. Enfin, ça rentre. Moi, dans ma tête, je faisais que les jeux nature, enfin voilà. Ouais. Et du coup, Olivier Jouvray, qui est bien comme Lincoln, en fait, je sais pas si tu le connais, mais le personnage, Je le connais pas du tout. Non. il est très éloquent pour le coup, et il a des punchlines. Voilà. Bref, c'était. Bah non, tu l'édites, enfin, on le fait. Et du coup, on l'a fait, on l'a scénarisé avec lui pour que lui donner un côté un peu green en fait, et que ce soit comme un spin-off de la BD, mais avec un côté green. Donc c'est pour ça que c'est Lincoln se met au vert, le nom du jeu. En plus, il arrête pas de le dire, Lincoln dans la BD, foutez-moi la paix, je me fous trop vert, vous me faites tous chier. Et du coup, bah, dans le jeu, il se met au vert, enfin. Sauf qu'il y a plein de connards de la BD, qu'il rencontre au fil de ses aventures, qui le suivent en fait, et qui foutent un joli bazar. Et du coup, bah, ils perdent leurs objets, et il faut les aider à retrouver leurs objets. Et voilà, donc c'est un jeu d'observation rapidité, comme il y en a des milliers, avec un petit twist sympa qui fait qu'en fait, quand il y a une action, il n'y a pas qu'un joueur actif en fait quand il se passe un truc, c'est que le joueur actif ouvre la porte à un autre joueur qui doit être actif tout de suite dans la foulée. Donc c'est ce qui le rend un peu original et fun. Et puis bah, les fans de la BD adorent parce qu'ils jouent avec leurs personnages. Et celui-là Ouais. est toujours disponible. Ça vous a ouvert Ouais. les portes de librairie? Un petit peu, ouais, ça a commencé. Un petit peu. Après, alors pour le coup, les librairies, ça a largement continué après avec la suite de la gamme BD surtout, finalement. Donc la suite, c'est Apocalypse Donc, aux eaux de Carson alors, City. la suite directe, c'était le Bois des Quatsu. Le Bois des Quatsu, c'est Ouais. c'est dans votre gamme BD. Alors c'est dans la pourquoi gamme BD, mais c'est pas une BD à la base. Ouais, C'est juste que c'est un jeu de Blaise Muller. Donc Blaise Muller, c'est l'auteur de Quarto. oui. C'était son seul jeu édité, en fait, Quarto qui a 30 ans et qui est, voilà, pour le coup, je crois qu'avant Seven Wonders et Dixit, c'était le jeu le plus primé au monde, en fait, il me semble. Et Blaise Muller, j'avais la chance que c'est un génie, en fait. C'est un gars qui est intellectuellement largement au-dessus de nous tous. Bon, Et peut-être pas. Toi, peut-être. Non, mais toi, oui, non, pardon. Mais oui, Les- non, mais les- pardon, parce que, que, que nous autres humains, en tout cas. Voilà. Et j'avais la chance que le seul festival, la seule fois où il sortait montrer ses jeux, le seul festival qu'il faisait, c'est le festival Chamboultou que j'organisais en Corrèze à UCL et qui a lieu dans 2 semaines. Et où Blaise ne sera pas là par contre. Et du coup, il nous avait montré un proto qui s'appelait à l'époque des écureuils en hiver. Et on a tous flashé sur ce jeu. C'était d'une simplicité, d'une évidence incroyable. Et on a tous encouragé à ce qu'il l'envoie à des éditeurs, moi y compris d'ailleurs, j'ai encouragé, mais non, vas-y, envoie la Gigamic à fond. Et personne n'en avait. Enfin, Gigamic n'en avait pas voulu. Et du coup, j'avais recogité le truc et je l'avais rebossé. Parce que son jeu, il y avait un plateau qui tournait, il n'y avait pas de personnage, enfin, c'était très différent finalement. Et je l'avais remodifié. J'en avais parlé à Blaise, il m'a dit, ouais, mais c'est encore mieux comme ça en fait. Pour que ça. Enfin, dans ma tête, je me dis, tiens, ça pourrait rentrer dans la gamme BD. Et trouver un illustrateur de BD pour faire les dessins. Et à Lyon, j'ai rencontré, sur un malentendu que je ne devais pas expliquer, Jonathan Munoz, qui est un dessinateur de BD, qui pour le coup est absolument génial. Mais ses BD, c'est Alors, peut-être pas à mon niveau quand même, hein, mais... c'est une tuerie. Non, mais vraiment, alors je sais pas, tu connais Jonathan? Non, je Ah ben, connais pas. va voir Jonathan Munoz, mais là il fait beaucoup de dessins chez Flux Glacial. Il a ses BD qui sont publiés chez Flux Glacial, les dernières qui sont Annick ta mère, là, qui est sortie récemment. Il a Mauvaise Mine qui est un bijou, et puis ses 2 premières BD, c'est d'un humour très noir, en fait, très sombre. Un léger bruit dans le moteur, Les Dormants.
Et voilà, il n'y a que Godman que j'aime un peu moins, mais je sais que ça a beaucoup de succès quand même. Donc voilà, il a plein de BD et il a un dessin avec toujours un clair-obscur, en fait, un jeu de lumière. J'ai fondu sur le dessin, j'ai craqué en fait. Et comme c'était un jeu de mémoire avec des écureuils, d'avoir un dessinateur un peu trash, c'était quand même pas mal. Pour que ça soit moins que enfant. Ouais. Qui a un côté un peu plus adulte quand même. Avec des écureuils malgré tout un peu psychédéliques. Du coup, ça a tout de suite matché. Et c'est devenu un bon copain en plus, Jonathan, donc c'est chouette. Et du coup, depuis, je le tanne pour qu'on fasse une BD, le Bois des Quatsu. Pour qu'il y ait vraiment la BD du jeu. Donc j'arrête pas d'en parler depuis des années. Donc ça va Mais finir par que se faire. tu éditerais toi? Non, que je Parce sais pas, faut qu'on que trouve un lui, éditeur lui, de il BD. fait les scénarios aussi. Alors ça dépend, mais la plupart du temps, ouais. Ouais. Il fait tout. Donc c'est faisable. Donc voilà, donc c'était le Bois des Quatsu juste après. Et après, donc en effet, Apocalypse aux autres Carson City, qu'on a fait avec Alexandre Droit, qui m'avait fait lire la BD Apocalypse sur Carson City. Donc une bande dessinée très sombre, mais Ouais, et avec très beaucoup de second degré. Ouais, carrément. T'as lu ça? Alors je l'ai toujours pas lu. Ouais, À chaque fois, je me dis, oh bon, faut que je le lise en rentrant, puis après, j'y pense plus en fait. c'est très Je clivant. passe un peu moins en librairie, et c'est quand même en librairie qu'on pense acheter les bandes dessinées. C'est mieux. Graphiquement, c'est très, très clivant. Je sais qu'Alex et moi, donc Alexandre Droit, l'autre auteur du jeu, on est tous les deux très fans en fait, et c'est un bijou. C'est d'une richesse incroyable. C'est super drôle. C'est vraiment à la Tarantino. Ouais. Avec plein d'univers qui Oui. se croisent. Et le découpage de la BD est très film, en fait, très cinéma. Et en plus, c'est bourré de références au cinéma d'action des années 80-90, série B, série Z, enfin. Il y en a même au niveau des dialogues, enfin voilà, il y a plein de trucs. Enfin, moi qui suis assez cinéphile, et puis Alex aussi, on se régale avec ça. Qu'on retrouve dans le jeu d'ailleurs, parce que les personnages, ce décalage, on l'a dans les personnages du jeu. Ouais, on avait adoré la BD. On s'était super bien entendu avec Guillaume Griffon, l'auteur de la BD, qui est un joueur et qui est trop content qu'on fasse le jeu. Donc on l'a fait vraiment tous les trois ensemble, c'était trop bien. Et on pensait que déjà on pensait qu'Apocalypse au zoo de Carson City. Donc pareil, on l'a scénarisé pour que ça se passe dans le zoo de Carson City, Oui. pour qu'il y ait un côté green, toujours pareil, et où l'action, c'est flinguer les mutants, flinguer les adversaires, survivre et sauver les animaux qui n'avaient rien à foutre dans un zoo à la base. Donc ça, je m'amuse beaucoup à scénariser les trucs dans ce sens-là. Mais malgré tout, on se disait, jeu au plat doit pas être du tout attendu sur ce genre de truc. C'est très clivant graphiquement. On se disait, si on en vend 3000 la première année, c'est cool. Et en fait, il y a eu un méga buzz sur le jeu, ça a super bien marché. Oui. Et on s'y attendait pas du tout. Du coup, on a fait l'extension juste derrière, on s'est beaucoup amusé aussi. Qui propose 3 modules en plus. Donc c'est Apocalypse. J'aime bien les noms rallongs sur des boîtes qui font 9 cm. Apocalypse au zoo de Carson City, les extensions de Linda. Et du coup, le petit dernier, La marche du crabe, qui est sorti il y a un an finalement déjà. Adapté donc de l'œuvre, la BD, et puis le court-métrage d'Arthur de Pince. Ouais. Après Lincoln, c'est la première BD que je voulais adapter en jeu. J'étais super fan de la BD, et dans la BD, ça me semblait évident qu'il y avait la mathématique du jeu en fait. Avec ces histoires de croisement, de crabes qui marchent. Ça va être super facile. Et celui-là, c'est un petit bijou. Moi, c'est un de mes préférés des jeux au plat. J'aime vraiment beaucoup la mécanique de ce jeu. J'en attendais rien du tout. Hein. Quand on l'a montré dans une vidéo news, donc on a découvert le jeu, on y a joué comme ça, petite boîte, j'ai bêtement tendance à me dire il ne doit pas y avoir grand chose à l'intérieur, ce qui est stupide, il n'y a aucune raison, mais naturellement quand on reçoit une petite boîte et qu'on est plutôt un joueur de grosse boîte, on regarde ça d'un petit peu de haut et on s'est éclaté, hein, on s'est bien amusé avec ce jeu. Jeu à rôle caché, très amusant à deux, où on se prend la tête, mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est toi qui m'as donné l'info. Mais non, c'était pas du tout ça. Enfin, l'ambiance qu'on attend de ce genre de jeu, donc très rigolo. Et avec cette petite mécanique évolutive non, ça marche très bien. Et c'est un jeu coopératif, mais où on joue avec son partenaire de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'effet leader ni quoi que ce soit. J'aime pas trop les jeux coopératifs, mais celui-là, j'aime beaucoup. Ah bah là, on a chacun l'autre rôle, là, très clairement. Ouais, c'est fort. C'est Julien. En fait, moi, j'y suis parié à faire le jeu sur la marche du crabe, alors que ça me semblait évident. Et j'en avais parlé à droite, à gauche, à des copains auteurs qui étaient fans du jeu. Et c'est Julien, en fait, qui était fan de la BD, pardon. Et c'est Julien qui avait apporté un proto de ce qu'allait devenir la marche du crabe, et que je trouvais bien, mais pas suffisant. Donc voilà, ça fonctionnait. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Et du coup, il l'a légèrement modifié. En fait, il n'avait pas fait grand-chose. Il l'a présenté au festival Ludix en Auvergne. Il avait eu le prix spécial du jury. Il m'a montré sa version légèrement modifiée. Et cette petite modif, en fait, ça avait tout changé. Et du coup, on était vachement plus dedans. Et après, du coup, je lui ai proposé de faire une version évolutive. Et donc, il bosse sur différents niveaux, comme ça, avec des différentes variantes. Donc on a bossé ça ensemble. Arthur de Pince a adoré. Il a fait les dessins hyper vite. C'est le mec le plus réactif du monde.
Et puis il faut pas déconner d'ailleurs parce qu'il faut être actif dans les deux sens du coup. Et puis il capte tout de suite tout ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Enfin, c'était trop bien de bosser avec lui. Et puis c'est comme ça qu'est née la marche du crabe. Mais en fait, ce que tu dis, c'est rigolo sur le fait des petites boîtes parce que c'était un peu pareil avec le bois des Quatsu à la base. C'est que Julien, il voulait beaucoup plus de matériel lui. Et c'est moi qui ai voulu que ça rentre dans une petite boîte. Et j'adore l'idée que pour 12 balles, eh ben, tu peux avoir un jeu que tu trouves extrêmement riche et fourni en fait. Ah oui. Et dans une toute petite boîte. Et ça, je trouve ça génial en fait. Parce que finalement, il n'est pas si simple à mettre en place que ça. Tu as quand même du matos, tu as quand même plein de cartes différentes. Bien sûr. Il faut trier, il faut machin, il faut le mettre en place. C'est pas si immédiat que ça pour le coup. Hein. Ouais. Et malgré tout, ça passe et ça semble pourtant assez simple et facile. Bah, c'est l'un des jeux qui lui a valu le titre de auteur de l'année dernière, titre que je lui ai laissé sur un post Facebook, titre très très officieux. Mais sacrée année pour Julien. Mais il l'année était très dernière. flatté. De ce post Facebook en commentaire. Si, il était très flatté, on en a parlé. Il était très Parce content. que La Marche du Crabe, Cosmopolite, et puis Roméo et Juliette sur la Ouais. même année, c'est quand même une très très chouette année. Ouais. Et puis 2 sur 3 édités par Opla, je suis très fier. Et du coup, il bosse sur une suite. Hein. Je le dis comme ça. Une suite de La Marche du ça Crabe. peut-être le motiver. Bah, l'idée, en fait, La Marche du Crabe, là, ce jeu, l'action se situe au milieu du tome 1. Comme il y a donc 3 tomes, il y a matière à faire une on se suite. dit qu'il y a moyen. Et puis c'est un jeu à scénar, entre guillemets, avec plusieurs petits défis, donc forcément il y a moyen de Puis faire ils sont des extensions. Tellement cool ces 2 crabes là qu'il faut leur faire vivre des trucs quoi. Alors ça serait le moment de faire notre premier vrai happening, parce que des happenings sont formidables, mais quand même un happening préparé par Aline, et on est parti sur le Made in France pour faire un petit jeu dans lequel il va falloir identifier l'origine de certains produits. Aline, je te laisse faire la mise en place. On a une petite mise en place, donc il va y avoir une petite coupure. C'est trop génial en fait, j'ai l'impression d'être sur TF1. Alors Aline, tu nous as préparé des assiettes. Je ne connais pas les réponses de ce jeu, ça arrive jamais. Donc je peux participer un peu également. Alors, bienvenue à Devine Miam, Ouais. le jeu dans lequel on devine quel aliment est made in France. Donc, Alors, ouais. vous allez devoir retrouver l'origine de chaque aliment en plantant dedans le petit drapeau qui correspond. Alors, pour les très doués en géographie, il y a le nom du pays derrière. Ça me va. Et un petit bonus, vous retrouvez lequel est produit juste à côté d'ici, à peu près 1 minute 30 en voiture, Ouais. lequel est made in Franche-Comté. Il y en a un. C'est très précis. Ouais, il y en Il y en a a un. À un. mon avis, Je c'est. pense que ça, ces 3 là j'ai, par contre après... On y va là, c'est parti. Ah oui, Ah bon, on va y aller. Donc Ok. on plante et on va regarder qui gagne entre un monde de jeux et les jeux au plat. Tu peux prendre l'assiette. Parce Est-ce que comme elle est que- juste à côté du micro. Est-ce que ça veut dire que du coup il y a une différence de nationalité entre la pomme épluchée et la pomme pas épluchée? Alors, les pommes, il y en a 2. Celle-là, c'est la Pink Lady, et celle qui est épluchée, c'est une Royal Gala. Waouh. Sylvain, t'adores les J'ai fruits, toi, hein. gardé une épluchure pour être certaine de ne pas confondre les pommes. Mais du coup, ok, ça... Bon, j'ai Éventuellement, peut-être une idée de vous pouvez ce qui est fait à côté de chez nous. Ah, il y quand a même. 4 drapeaux France et un drapeau Franche-Comté. Ici. Ouais, Ah, il y a un drapeau Franche-Comté. Oui, oui. Quatre T'as drapeaux pas franches. du tout écouté la règle. Hein. Donc je Non, mettrai mais Franche-Comté tu sais, c'est ici. Sylvain, tellement hein. décent. Faut tout lui expliquer Ok. plusieurs fois. C'est une prune ça. Il va me taper. Après moi, le Franche-Comté, je pense que je sais. Enfin, je suis pas sûr, mais je pense que je sais. Bah moi j'ai commencé par là en tout cas. On a le droit de goûter, hein. Si vous avez un doute, vous pouvez goûter. Et ça peut vous donner une idée de d'où ça vient. Toi, tu goûtes rien. Mais en fait, j'essaie de voir à quel moment en goûtant, je me dis ah oui, ça sent le Alors, Brésil. Pour C'est- quand c'est même de la vous donner nourriture, ça se mange. quelques informations. Ça, c'est une prune du Japon, qui ne vient pas du Japon. Ah oui. D'accord, merci. Ça, Attention, il n'y a c'est pas le un drapeau. pamplemousse. Ça, c'est Japon une tomate zébra, une Pink Lady, un abricot, une Royal Gala, un melon d'eau, un melon vert et une tomate. Donc là, la prune du Japon, tu lui as mis le drapeau Franche-Comté. Mais elle a dit qu'elle venait pas du Japon. Ouais, j'ai mais fait ça, moi aussi. Franche-Comté, c'est très. Ah, il faut pas qu'on donne les indices. T'aurais dit quoi toi? Ah d'accord. Ensuite, Qu'est-ce qu'il y a? Putain, Chili et Brésil. Espagne. Qu'est-ce que j'en sais moi. C'est bon pour nous, on a fini. Les tomates vertes, t'as dit que c'était quoi le nom? C'est une tomate zébra. Très bien. non, j'ai Ça me goûté. paraît évident. Où c'est qu'il y a des zèbres? Pas en France, donc sans doute au Chili. Non mais tu sais, Moi, les voilà. zébras, c'est aussi le nom des passages piétons. Hein. Ah ouais. Et il y a des passages plutôt en France. Donc du coup, ça... Un petit arrière-goût de Michoco. Oui, parce que t'as mangé un michoco juste avant, ça c'était bien. Moi j'ai mangé un tic-tac juste avant, donc je pense que ça n'aide pas non plus. Après, c'est vrai qu'en goûtant, ça donne des indices. Hein. Non.
Si. Mais elle est pas très très. Mais les tomates Zebra, c'est jamais très très bon en fait. Alors que Moi, j'aime l'autre bien. tomate, je goûtais. Mais elle est très très acide. Mais je pense qu'elle manque de maturité. J'aime bien. On manque tous de maturité. Est-ce que là, du coup, tu sens le français dans ta bouche? Ah ouais. Ok, donc on est bon pour ça. Ah ouais, mais c'est même Franche-Comté. Hein. Ah, La tomate là. J'ai envie de changer. t'as envie de changer pour... Ça, c'est Franche-Comté. Je reconnais le petit goût de fromage en arrière-plan. Alors, c'est tout bon? C'est délicieux. Alors, Le melon, c'est bon en tout cas. d'où pensez-vous que vient ce melon vert? Alors moi, j'ai dit- Ce melon d'eau. On a dit Espagne. nous. Ouais, moi aussi. Ouais, ce melon d'eau vient d'Espagne. Ouais, c'est un melon d'eau d'Espagne. On va voir tout. T'as pris en photo le. Eh ouais, Nous, Comme c'est c'est- tellement professionnel. je m'écourse super bien. Ensuite, la pomme Ah, c'est Gala. bon. Ah, la pomme gala, En fait, c'est un pom-pom mondial. Enfin, c'est ça. Alors, la pomme gala, vous pensez qu'elle vient d'où? Bah, on a mis France. On espère que c'est France quand même. Parce que Gala, la pomme- c'est la épluchée ou. Non, c'est l'autre. C'est C'est celle qui est celle qui est épluchée. pas- Pour moi, les deux, j'ai mis France de toute façon. Eh ouais, et ben c'est ça qui m'a énormément surpris. On en est obligé d'importer, apparemment, hein, d'après mon supermarché préféré, nos pommes Royal Gala du Chili. Si c'est pas... Ah mince. Ça veut donc dire qu'on a Incroyable. deux Ça erreurs. implique que j'ai une autre faute alors. Bah oui, moi Oui. aussi. Ouais. Oui, oui. C'est pas bon, ça. Du coup, nous, on avait mis la prune au Chili. Parce qu'on savait pas trop quoi mettre au Chili. Ah, Alors moi, que la j'avais prune, mis la- c'est typiquement dans le coin. J'ai Alors, mis où la est-ce tomate qu'elle est, zébra non au Chili. Alors, la prune golden du Japon Mhm. Elle vient de est Franche-Comté. cultivée en France. Oui. Ok. Non, juste en France. Ce Mince. qui est plutôt rassurant. Parce que c'est un Ah, peu- ça veut dire que c'est l'abricot Mais- en Franche-Comté alors. Effectivement, en Franche-Comté, on pourrait avoir des mirabelles, des prunes, Bah ouais. des Ouais. quetchs et tout ça, ça paraissait possible. Non, mais après, il faut des très bonnes tomates juste à côté de chez nous. Donc, moi, ça m'aide un petit peu. Un petit indice. L'abricot est un abricot national 7, produit en France, C'est bon pour nous. mais j'ai goûté plus ça. au sud. Dans la Drôme. T'avais juste pour l'abricot? Ouais. Oui, Et joué. je trouve super bon. Ça fait Oui, très plusieurs bon. fois qu'on en achète. Et ils Très sont très trop bon. On vous le conseille. Ensuite, on a la Pink Lady. C'est français aussi? Eh ben non, Non. Allez. C'est Eh du ben Brésil? la Pink Lady est brésilienne. C'est fou C'est ça. dingue. Les deux pommes sont pas. Les pommes, C'est peut-être un peu tôt là en fait dans la saison parce qu'on tourne en août. Non, il y a des pommes toute l'année. Les pommes sont en fin d'année. Ça commence en fin septembre, début octobre. Non, mais il y a des. il y a des pommes types qui de se pommes. conservent aussi. Ouais, ouais. Mais ça se conserve toute l'année par Ouais, contre. Ouais. Donc, ouais. Et donc le pamplemousse qu'on a mis Brésil, nous. Ouais, bah moi aussi. Voilà, le pamplemousse est français et il est même corse. Ah bah, très bien. Et je m'étais dit que ça, c'était un piège dans lequel vous pourriez ne pas tomber. Très Si, bien. Nous, on a Et essayé de tomber dedans. Citron, bah, mandarine, du coup, enfin les agrumes, J'ai c'est fait tout faux, à possiblement part l'Espagne. corse. Et donc c'est cette tomate qui vient de Franche-Comté. Alors c'est la rouge ou la verte qui vient de Franche-Comté? Alors, la franc-comtoise, c'est la rouge. Voilà, Bien tu as vu? Grenier. J'ai bien fait de changer la dernière Elle est minute. bio. Mais oui, mais ça se sent complètement. Alors que la verte, elle est un peu moins bonne. Elle est de France. C'est la tomate zébra. Oui, mais c'est. Mais je sais elle pas. est bonne quand même. je Ouais, trouve. mais elle est moins bien. Je suis con en même temps parce que quand j'y pense, c'est vrai que quand tu penses à Besançon, tout de suite tu penses aux tomates. C'est tellement évident. J'ai fait aucun effort. Les tomates, ça peut pousser partout, mais la rouge est quand même très 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 nettement au-dessus de la tomate zébra. Donc, Alors, j'ai pas moralité. compté vos points, mais je pense. Moi, je crois qu'on a le même score. En plus, on a fait 2 erreurs chacun. Ah non, moi j'ai 4 fait- erreurs. Ah bah oui, mais du coup, ouais, c'est Du ça. coup, Oui. ouais. mais il a fait n'importe quoi, lui. Nous, on a fait un peu moins de n'importe quoi. C'est vrai, donc on dit qu'on gagne. Je crois que j'ai mangé plus par contre. Et on a bon sur la tomate franc-comtoise. Ah ouais, ça comptait. Ça comptait Ouais. triple. Ça comptait. Bah, Ça, surtout, c'était t'as pas dur. bon sur le C'était le franc-comté. super bonus. Ouais, je suis vraiment tellement désolé. En plus, pour le coup, c'est le premier que j'ai mis. Parce que je me disais, j'étais sûr de moi avec la prune. Ouais, mais ça paraissait assez logique. C'est une erreur maligne. Bon, puis moi, j'étais aidé. Par contre, j'ai presque bouffé tout le jeu. Et- en Alors, même temps, c'est c'est- pas un jeu qui se conserve. hein. Oui, mais du coup, si tu vois, si tu le vends cher, le fait qu'on le mange entièrement à l'issue de la première partie, tu es obligé de le racheter pour le rejouer. Et là, je pense qu'il y a un marché extraordinaire pour ça. C'est totalement un jeu Regarde, il y a Legacy. une étiquette sur ce morceau. Ah ouais. C'est totalement un jeu Legacy. On enchaîne avec une photo de toute l'équipe des habitués. Mais là, on reconnaît très très bien Alexandre Droit, juste à côté Julien Protière. Ah, mais c'est à l'époque où il avait des cheveux. Exactement. C'est une photo du gang des Lyonnais. Ouais. C'est pour introduire le fait que tu es très très bien localisé sur Lyon, notamment sur les auteurs lyonnais, sur, tu m'as dit, la fabrication des jeux en local. C'est une volonté, ça? Tu t'exportes assez peu? T'as des auteurs de jeux qui ne viennent pas de Lyon? Bah, Julien Potter, il vient de Romans-sur-Isère. Ah oui, bon, ça change tout. Hein. Non, non, bah, Blaise Muller, il est dans le sud, il est
À Alès. Voilà, c'est pas très loin. Non, oui, bah, Juan, il habite pas à Lyon. Juan Rodriguez, il habitait à Tours, et puis là, depuis quelques semaines, il habite dans le sud aussi, dans le sud-ouest. Non, mais c'est plus une. Pardon. Il y avait un jeu avec des fruits, je mange des fruits. Ah oui, tu peux le finir, hein, c'est pas grave. On entendra des bruits de gens qui croquent. Ce sera mon dessert. C'est plus qu'en fait, les jeux, je fais pas de sourcing. Et de plus en plus, je le dis, en fait, et les jeux, ils émanent de nous, en fait. Et donc, les auteurs qu'on signe, c'est parce qu'ils savent que comme la marche du crabe, c'est typiquement, en fait, bah, il y en a plusieurs qui sont proches des jeux au plat, qui savaient que je voulais faire un jeu de la marche du crabe, qu'on bossait sur un jeu de la marche du crabe, parce qu'ils ils savent la démarche, la volonté, etc. Et du coup, ça sort comme ça. Là, il y a un prochain truc sur lequel on bosse, un jeu de Juan Rodriguez toujours, et Julien Potier aussi. C'est un jeu qui va faire en sorte que Cosmopolite devienne une gamme. Donc il y aura un autre jeu, même format, même typologie, ludique, donc des parties très courtes de quelques minutes, jeu hybride aussi, jeu évolutif, enfin voilà, sur la transition énergétique exactement, avec, donc là c'est avec les linguistes, la recherche, là ça sera avec des chercheurs aussi sur le climat, sur les énergies, et couplé avec une conférence spectacle qui est en train de se monter, un projet assez dément en fait, assez génial, et voilà, un truc encore tentaculaire, un méta-projet assez génial. Et c'est Juan qui est l'instigateur de ça, et quand il a mis le pied là-dedans, tout de suite il s'est dit, bah, ce jeu-là, il faut que ça soit un jeu, et ce jeu-là je veux le faire avec Julien, et je veux qu'il soit édité par Florent. Et ils me l'ont présenté comme ça, sans que j'ai trop le choix. Ils avaient raison, parce qu'en fait, dès qu'ils me l'ont présenté, je me suis dit, bah, c'est typiquement le genre de truc que ils me connaissent tellement que ça aurait pu vraiment venir de moi en fait. Oui. Et c'est trop bien, et cette espèce de truc familial comme ça qui vient naturellement. Le terme de famille correspond mieux que le terme gang. Elle est dérangeante cette photo finalement. Non, elle est cool. Mais en fait, c'était un super film en plus d'Olivier Marchal, sur le gang des Lyonnais. Les Lyonnais. Oui, bah alors là, c'est pas le film, hein, c'est les vrais gangs des Lyonnais. Et donc cet aspect-là, tu l'as également sur ta distribution, puisque tu as communiqué sur le fait que tu distribuais toi-même tes jeux pour les boutiques spécialisées. Depuis un an. En fait, avant, on était distribué par Paille Édition. Oui. Mais en fait, même Paille, c'était une histoire de famille, en fait. Parce que Yves Renou, le boss de Paille, je le connaissais depuis un moment. Et puis on était potes avec tous les gens qui ont bossé chez Paille. J'ai vu une photo sur la grande distribution, ça me paraissait indispensable pour aborder ce thème. Et Paille s'est arrêté, c'est ça qui a déclenché le concept de famille, ça a toujours été super important dans ma façon de travailler, en fait, dans les gens avec qui je bosse, etc. Donc j'ai besoin qu'on se voit, en fait. Mais c'était compliqué pour les Cardzol de jamais voir Klimt ou Bruegel, en fait. Oui. Mais nous, on s'est vraiment posé la question de comment ça a fonctionné, ça, parce que se lancer dans la distribution, c'est complètement un autre métier. Ouais. Puis on s'est posé des questions techniques avant de te recevoir. Comment on gère le stockage? Comment on fait pour contacter, parce que ça prend un temps dingue, contacter toutes les boutiques, faire connaître ses produits. Ça fonctionne? C'était un vrai questionnement. En fait, quand Paille... Alors Paille s'est pas arrêté. Hein. Paille existe toujours. Ça a été repris. Oui. Depuis le 1er juillet dernier. Mais moi, je voulais... Voilà, c'était plus la même... Pour le coup, c'était plus la famille, du coup. Mm-hmm. Donc, dans tous les cas, je voulais arrêter. Puis, de toute façon, le fait de se distribuer, d'être indépendant, ça me séduisait depuis très longtemps, donc j'en avais envie. Je savais qu'il y avait plein de distributeurs qui nous ouvraient leurs bras pour distribuer au plat, donc je savais que dans tous les cas, on n'était pas le bec dans l'eau. Mais j'avais vraiment cette envie d'indépendance, et du coup je l'ai bossé. Alors le premier confinement a été merveilleux pour ça, en fait, parce que ça nous a donné vachement de temps pour bosser l'indépendance et la distribution, parce que comme tu dis, c'est quand même un autre métier, un vrai boulot, et les boutiques, et je les comprends, détestent quand tu as un nouveau distributeur, surtout quand c'est un tout petit catalogue, que ça peut être compliqué de commander, etc. Elles ont déjà un taf monstrueux. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de boutiques au téléphone pour construire les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Je voulais absolument que ce soit le plus intelligent possible et le plus sain possible, et sans discriminer en fait les grosses boutiques, les petites boutiques. Et donc on a trouvé une façon, des conditions, des propositions à la fois d'offres de lancement et de remise par la suite, et qui font que c'est exactement les mêmes conditions pour tout le monde, et que tout le monde bénéficie exactement des mêmes offres, sans que ça mette personne de côté. Et donc ça a été déjà assez long à construire. Et quand on a franchi le pas, donc le 1er juillet pour de vrai, on a été rassurés. Et puis il y en avait qui étaient réfractaires, qui se sont dit, non, à partir du moment où ils sont indépendants, c'est fini, je ne veux pas commander, c'est mort. Donc il y a encore un petit peu de pédagogie à faire. Par contre, on reçoit beaucoup de messages de boutiques qui nous disent, moi je pensais que ça allait être tout naze, j'avais vraiment pas envie que vous soyez indépendant, je voulais que vous
vous alliez chez un distributeur, mais en fait, tout va bien maintenant, c'est trop bien, bravo. Et puis pour nous, c'est pareil, en fait, le contact direct avec les boutiques, le fait de pouvoir proposer nous-mêmes nos jeux, etc. Mais alors tu dis que c'est pareil pour toutes les boutiques, qu'elles soient petites ou grosses, mais il y a quand même des contraintes pour les toutes petites, c'est la difficulté de commander 2-3 jeux uniquement. Ça leur pose pas problème? Elles le font quand même? Ouais, on a fait des... Alors, on a la chance, c'est tombé à un moment, cette histoire, où il y a eu Cosmopolite et La Marche du Crabe, coup sur coup, qui ont été deux choix de succès et qui durent dans le temps. Donc c'est vrai que ça a quand même simplifié les choses, ce qui fait que voilà, la plupart des commandes des deux jeux, là, c'est quand même... C'est rarement 6 exemplaires, en fait. Oui. On a fait un franco qui est très bas. Si le franco n'est pas atteint, on a fait un système que ce ne soit pas la boutique qui paye l'intégralité du port, mais qu'on se le partage en fonction du volume de commande, en fait. Donc c'est toujours partagé entre nous deux. On a fait un système de remise cumulative dans le temps sans limite. Voilà, on a fait plein de choses qui font en sorte que les boutiques s'y retrouvent. D'accord. Donc on arrive à avoir des toutes petites commandes, et puis on arrive à avoir des commandes absolument monstrueuses selon les... Et en termes de temps, de ton côté, ça t'a pas demandé de... Si. T'as engagé quelqu'un pour faire ça? Fabienne, c'est presque l'intégralité de son boulot, en fait, de gérer ça. En sachant qu'on s'est affranchi donc pour répondre à ton autre question de tout à l'heure, du coup, tout le côté logistique, qui est très chronophage, et puis qui a un vrai savoir-faire, pour le coup, et puis qui est très technique, et qui demande beaucoup d'espace, etc. Donc, 95% de notre stock, c'est chez un routeur à Lyon, une société de routage, en fait, qui stocke tout, qui gère les réceptions à chaque fois qu'il y a des nouvelles prods, etc. Et c'est eux qui gèrent les commandes, en fait. Dire, nous, quand on reçoit une commande de boutique, on traite la commande, donc on la rentre, on crée le bon de livraison et le bon de commande, et la facture. On envoie tout de suite ça au routeur, et c'est lui qui prépare la commande et qui l'expédie. Ce qui fait que c'est très efficace, que les commandes sont super bien faites, et que voilà, donc une boutique qui passe commande avant 14h, elle a sa commande le lendemain. D'accord, oui. Okay. Donc ça fonctionne. Mais vous travaillez quand même avec BlackRock pour ce qui est les GSS, donc les vendeurs un peu plus gros que les petites boutiques de centre-ville. Parce que c'était pas moi, c'est un autre... Là, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, humainement. Autant j'aime vraiment beaucoup les boutiques, j'aime y aller, j'aime les gens, puis on vit grâce à eux, en fait. Ils font un travail monstrueux de présentation des jeux, ils nous font vivre, vraiment littéralement, hein. Et du coup, j'adore les avoir directement au téléphone et aller les voir. Autant faire le travail avec des grosses boîtes de négociation, voilà, c'est un autre métier. Je suis complètement insignifiant, j'ai pas du tout les épaules et pas du tout la volonté de le faire, et pas le savoir-faire. Il y en a qui font ça très très bien, comme BlackRock pour le coup. Et donc là, voilà, c'était chouette que BlackRock veuille bien s'occuper que des GSS pour distribuer nos jeux. D'accord. Attention, jeu suivant, cette fois on est sur du suédois. Le suédois? Non, je suis sûr que c'est du suédois. C'est parti. Is och himmel. C'est très court. Poc. Non. On est sur le bon, on est sur le même. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il disait un seul mot en fait. Je le remets une fois, il y a 3 mots, je le remets une fois. Is och himmel. Moi je l'ai. Il y a 5 mots, hein, mais Sylvain, c'est pas très bien compté. Non, en suédois, il y a 3 mots. Ah, il n'y a que 3 mots en suédois. Oui, regarde. En français, il y a 5 mots. 3. En français, il y a 5 mots. Ils ont enlevé 2. Email. Email, oui, effectivement. Peut-être en allemand, c'est le même. Is och himmel. Email. Femelle. Oui, email. Non, email, c'est pas ciel? Si, c'est ciel normalement. Ah, la glace et le ciel. Eh oui. Eh oui, la glace et le ciel. Ah, j'aurais pas eu là. C'est le moment de parler de cette collaboration avec Luc Jacquet. Avec les pingouins. Ah, les manchots, il faut que j'aille. Vous avez fait 3 jeux en collaboration sur 3 œuvres de Luc Jacquet, 3 films. Ça, c'est magique. Hein. C'était vraiment... Enfin, moi, c'est un truc qui m'a... Enfin, pouf. Là, ça a commencé avec Il était une forêt. Oui. Et moi, je commençais juste, en fait. J'avais juste Pom Pom et Migrato qui venaient juste de sortir. Ou qui allaient sortir, d'ailleurs. Et c'est tout. Et je me baladais sur Facebook, en fait, et j'avais vu qu'il y avait sur le Facebook du Parc des Oiseaux. Donc le Parc des Oiseaux, c'est un grand parc assez chouette d'ailleurs, pas très loin de Lyon, à Villars-les-Dombes, dans la Dombe. Et le thème en 2013, donc le thème de l'année, c'était les forêts tropicales. Et le parrain de l'année, c'était Francis Allais. Non, pardon, c'était Luc Jacquet. Oui. Le réalisateur, donc Luc Jacquet, qui est connu avec pour mon thème. La Marche de l'Empereur et Le Renard et l'Enfant. Parce que son nouveau film allait sortir en octobre 2013, Il était une forêt, sur les forêts primaires tropicales, etc. Et là, voilà, ça m'a petillé. Et j'ai regardé un peu, et en fait, c'était une idée originale. Le film était une idée originale de Francis Allais. Et là, ça m'a carrément titillé, parce que Francis Allais, je suis assez fan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas du tout, non. Alors, c'est un botaniste.
qui est une méga star en fait, qui est l'expert mondial. Alors vous le connaissez sûrement parce qu'en fait dans les années 90-80, c'est lui qui avait mené l'expédition du radeau des cimes avec pour étudier la canopée, avec une espèce de dirigeable qui se posait sur la canopée du coup, sans que ce soit invasif et qui pouvait se balader à la cime des arbres en fait pour les étudier. Ça a été assez médiatisé ce truc-là. Oui, ça je me rappelle. Ouais. Et du coup, je suis assez fan de Francis Allais et j'avais lu quelques trucs de lui et voilà. Et c'est un mec qui est génial en fait. Alors maintenant, il a 80 ans mais il fait encore des conférences. Enfin, allez voir sur YouTube des conférences parce que c'est un showman en fait. Moi, je l'ai vu quelques fois en conférence et c'est un spectacle en fait. On en prend plein la gueule et on ressent, on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire des câlins aux arbres. Et je sais pas pourquoi, j'ai envoyé un mail à Bonne Pioche, qui est la maison de production d'Il était une forêt, qui m'a répondu dans la journée. On s'est appelé. Mais j'avais aucune idée en fait, je savais pas comment ça marchait moi les licences à l'époque, enfin c'est quand même toi qui as fait les démarches de le contacter pour proposer quelque chose. Alors Bonne Pioche du coup la production. T'avais déjà l'idée du jeu? Mais pas du tout, j'avais rien, j'avais juste vu ça et c'est tout, j'ai dit tiens est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un jeu, mais sans savoir que ça allait nous qui allions le faire, est-ce que ça allait eux qui allaient le produire, je sais pas comment ça marchait en fait un jeu. Et du coup ils étaient intéressés, elle m'a rappelé dans la foulée, la productrice Laurence Picolet à l'époque je me rappelle, et j'ai été les voir à Paris, je leur ai montré mon pauvre pom-pom, mon pauvre migrato à l'époque. Et très bien, très bien, ça marche, ça a l'air de correspondre en plus à l'éthique de Luc Jacquet de Wild Touch, donc son ONG. Donc ça marche. Mais là on était au mois de mars, le film sortait au mois d'octobre. Ça laissait pas une grosse marge de manœuvre. Donc je leur avais dit juste que si j'arrivais pas à faire le jeu, par contre on faisait pas. Parce que, oui, bien sûr. Ouais. Et puis le jeu, je l'ai fait en 3 semaines en fait, voire même pas. Du coup j'ai fait plein de biblios, j'ai eu plein de trucs de Francis Allais, et puis le film je l'avais pas vu, donc j'ai essayé d'avoir des infos sur le film, mais sans l'avoir vu malgré tout c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait le jeu assez vite, et je me rappelle je l'ai fait d'ailleurs en tournée France et Belgique, je faisais les boutiques et les bar à jeux, tout ça, et je l'ai fait pendant ce temps-là. Et la toute première fois que j'ai fait jouer le proto, genre c'était 2 semaines après Paris, et c'était à Luginor en fait, et ça a super bien marché. Mais tout de suite en fait, ce truc qui arrive jamais, parce que moi d'habitude les protos il me faut 15 versions, et là dès le début ça marchait super bien, et du coup je me dis c'est bon quoi, il y a des équilibrages à faire, et puis... Et ça s'est fait comme ça, c'était une méga histoire, et on s'est hyper bien entendu avec Wild Touch, qui n'existe plus, mais qui était l'ONG à l'époque qui suivait, que Luc Jacquet avait créé. Et on s'est tellement bien entendu, on a fait plein d'animations, plein de trucs autour du film, le film avait bien marché en salle, alors que c'est quand même un documentaire, pendant 1h30 on regarde des arbres, donc c'est pas non plus le truc le plus vivant. Enfin le plus vivant, si justement on ressort en se rendant compte à quel point c'est vivant. C'est pas le truc le plus sexy du monde comme ça. Moi ça a changé ma vision du végétal, vraiment. Alors j'étais déjà assez sensibilisé, puisque à la fac à l'époque, fallait que j'hésitais entre bio-végétal et bio-animal, et puis j'avais penché pour animal parce qu'il y avait plus de débouchés, mais la végétale me plaisait vachement. Et là, par contre, de bosser sur ce jeu, de lire tout ce que j'ai lu et de voir tout ce que j'ai vu, ça m'a changé ma vision des arbres. Je conseille vraiment de voir le film, pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il est génial. Ouais. Et de jouer au jeu. De jouer au jeu, mais on apprend moins dans le jeu que dans le film. Mais du coup, vous avez fait 2 autres jeux alors, avec... Du coup, voilà. Mais pour le coup, clairement, naturellement. Parce que quand Il était une forêt est sorti, eux, ils étaient en train de préparer la production de La glace et le ciel, qui allait sortir 3 ans après. 4 ans après. 4 ans après, ouais. Du coup, là, pour le coup, j'avais le temps. Et comme on s'est super bien entendu, là, j'ai eu toutes les infos. Ça s'est préparé beaucoup plus en amont, là, du coup. Ouais, dès le début, vous aviez le projet début, de faire un jeu associé à ça. Et puis l'Empereur, un petit peu plus tard. Et l'Empereur, un peu plus tard. Un peu plus tard. L'Empereur, c'était plus compliqué. En fait, La glace et le ciel, c'était un gros méta-projet, pour le coup, de Wild Touch. Il y avait le film qui sortait au cinéma, il y a eu un film documentaire télé qui est sorti sur je sais plus quelle chaîne d'ailleurs. Il y avait un Fab Lab, un lieu qu'il avait ouvert à Paris en fait, qui était une espèce de une grosse structure où il avait comme projet de faire rencontrer à la fois des artistes, des scientifiques, etc. pour créer des supports sur l'environnement, la nature, le réchauffement climatique, etc. Oui, c'est des projets qui sont très ambitieux, les c'est projets ça. de Luc Du Jacquet. coup, on avait fait un autre jeu pour Wild Touch, pour les enseignants. Il y avait plein de choses, il y avait des expositions, des machins, c'était génial en fait ce truc-là. De se dire, on peut dégager autant de moyens par la renommée, la notoriété, et puis voilà. Puis on s'est surtout bien entendu en se disant qu'on faisait la même chose mais avec des médias différents. Donc l'idée c'était pas pas de bourrer le mou en fait, pas d'être moralisateur, mais juste de communiquer sur ce qui nous plaît, sur le beau, de vouloir transmettre des choses, lui par l'image et le cinéma, et puis moi par les jeux en fait. Et c'était vraiment la même philosophie. Et du coup, voilà, La glace et le ciel, c'est mon jeu le plus exigeant, pour le coup, celui qui m'a demandé le plus de travail, donc c'était cool d'avoir
d'avoir plus de temps. Et puis l'empereur, donc. Et puis l'empereur qui a suivi naturellement, qui est la suite de la marche de l'empereur. Alors attention, pour le dernier jeu, on va partir sur du chinois traditionnel. C'est important. C'est du Ah oui, chinois oui, oui. traditionnel. C'est pas Tu simplifié. l'as dans ta banque de sons? Il y avait traditionnel et simplifié. Ouais. D'accord. Donc je me suis dit, on va prendre Oui, le non, mais c'est traditionnel. mieux de. c'est- Et puis là, ça correspond plus au jeu, je pense. Voilà. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. 跳球， C'est tout? Pom-pom encore? Non. Ciao ciao. Il a dit ciao ciao quand même. Ah oui. Non, remets-nous un Alors coup. par contre, là, si tu le lis, il n'y a pas du tout deux fois le même C'est une mot. façon Hein. de Regarde. dire Ah ça, oui, ça, bah, c'est c'est- ciao ciao. J'en remets une fois. 跳球， Ciao ciao. Tu vois, il y a deux mots. Ciao, ciao. Très, très compliqué quand même. 跳球， Bon, faut que tu nous proposes un jeu au hasard parce que Ciao, ça ciao. ressemble pas des masses. hein, Indice, on n'en a pas encore parlé. Oui. Qu'est-ce que Il nous reste. Hop la bille. Hop la bille, bah oui. Incroyable, Eh, mais écoute, quel maintenant talent. que tu l'as dit, écoute bien, on entend vraiment hop la bille. Écoute. 跳球， T'as vu, c'est Exactement. c'est ça. hein. Ouais, non, c'est moi, Hop la j'ai bille. j'ai une petite lacune au début, mais en effet, on entend exactement ça. On n'avait quasiment pas évoqué ces Ouais. jeux-là. Cette petite collection de 3 jeux Ouais. qui ils font appel à nos souvenirs de jeux d'enfance, la bille, les puces, et Ouais. puis les jetons. On a moins joué aux jetons quand on était gamin, mais ça c'est un mécanique de jeu aussi qui font penser aux... c'est quoi? C'est des machines qu'on trouvait dans les... À la fête foraine. Dans la fête Qu'on foraine, on ouais. trouve encore d'ailleurs. C'est vrai? Ça Alors, fait c'est longtemps que dommage j'ai pas t'aies fait une mis fête ce foraine. visuel parce qu'en fait, c'est un triptyque. Quand tu mets les Ouais. 3 boîtes côte à côte, ça fait. C'est l'image en grand en fait. Exactement, oui, on peut les mettre à plat. Bah, je le mettrai aussi au montage parce qu'il Il y a y a une une vraie, magie du montage. On peut faire les choses, même après l'émission, on peut changer l'image. Et là, pendant qu'on en Une parle, vraie, les gens sont en train de voir le nouveau, la nouvelle. C'est trop Waouh, bien. elle est vraiment. Ah oui, je vois tout à fait beaucoup mieux maintenant, effectivement, C'est- les c'est- images. c'est qui donc sont- Comment tu il parlais. faisait la Waouh. préhistoire quand il faisait des interviews c'est une vraie histoire. En fait, ça a commencé avec Hop la bille. Oui, C'est avec Yves les Renou. vrais billes en, Ouais. en terre. C'est ça. En fait, c'est Yves Renou, donc le boss de Palais Édition, qui avait racheté les dernières machines qui permettent de fabriquer des billes en terre, Ah, le jeu était en bas, qui était là. sinon je les aurais montrés. qui étaient dans la Drôme. Et du coup, il a perduré le truc de fabriquer les dernières billes en terre d'Europe, en fait. C'est les seuls qui fabriquaient. Et j'adorais ces billes, en fait. Je crois qu'elles avaient. Voilà. Puis moi, gamin, j'ai joué. Ah oui, ils sont chouettes. Mais on a envie d'acheter le jeu. Alors, tu le dis, tu le distribues encore celui-là. hein. Ouais, ben là, il est en prod, là. On en D'accord. fait, là, en ce moment. Parce que rien que pour avoir les billes, et en plus, il me semble qu'on l'a sorti dans notre. On a fait une émission Oui. dans laquelle il faut deviner le prix des jeux, et on a sorti Hop la bille pour essayer de tromper nos invités pour qu'ils nous proposent un prix beaucoup plus élevé. Il n'est pas si cher que ça, ce jeu-là. Mais Et ça, on a- Enfin, pour nous, c'est une aberration. Économiquement, ça devrait. Ah ça a oui. pas lieu. Non, ça n'a pas de sens. C'est un caprice. Hein. Bah, c'est ça, quand on montre, regardez, c'est des vraies billes en terre qui sont Ouais. faites dans la région, c'est produit en France, et puis ça coûte, alors je sais plus le prix, 20 j'ai euros, pas c'est retenu. 20 euros. 20 euros, voilà, pour un matériel qui Il y a est. le carré de tissu qui coûte qui très est- cher. voilà, ouais. Oui, non, c'est une. C'est une aberration économique. Mais c'est cool, hein. On l'a reproduit là, c'est la 3e fois qu'on l'a fait. Tu vois. C'est encore, oui, d'accord. C'est une aberration, mais C'est voulue, la, quoi. c'est la 3e édition. Ouais. Et du coup, voilà, moi je voulais faire un jeu avec des billes parce qu'il y a plein de jeux de pichenettes et il n'y a pas de jeu de pichenettes avec des billes. Ah oui. Et, enfin, à l'époque, en tout cas, il y a une dizaine d'années là. Et de jeux de société, hein, j'entends, Mhm. vraiment. Et du coup, j'avais envie d'en faire un avec des billes et c'est comme ça que j'ai fait Hop la bille. Et pareil, j'avais pas de gamme. Enfin, moi j'avais qu'à l'époque la gamme nature et c'était tout. Et du coup, on s'est dit, ouais, mais non, ça fait terroir, donc ça marche un peu quand même. Puis j'avais envie de toute façon. Donc, Et du coup, ça a créé une gamme. alors, Maintenant, il y c'était en pas a du tout 3. prévu. C'était carrément pas prévu. Mais quand on a fait Hop la bille, en fait, il y avait. Donc, c'est Tony Rochon qui a fait les illustrations. Qu'on adore, qui sont complètement hors du temps. Ils sont peut-être pas très bonnes commercialement, mais c'est pas grave, on les adore. Le 4e, il sera dans le même esprit. Et du coup, le décor qu'on voit sur Hop la bille, là, à l'arrière, c'est l'ancienne cour d'école du village de Chavroche, en Corrèze, où ma grand-mère était l'instit du village. Donc, c'était la personne policée du village qu'on allait voir quand on avait une lettre à rédiger ou quoi. Et puis moi, j'ai vécu dans plein d'histoires de gens du village où ma mère, qui vivait dans l'école avec ma grand-mère et qui était l'élève de ma grand-mère, en fait. Et du coup, quand le jeu est sorti, on a fait une grande fête à Chavroche, dans la cour de l'école, comme dans les années 50. On s'est tous habillés comme dans les années 50, où on a proposé à bouffer que des trucs qui venaient de moins de 15 km autour. Donc que de la flotte et du jus de pomme à boire. Et si, il y avait de la bière locale, de pas très loin. Et puis voilà, et que des jeux de billes, que des jeux anciens, et que il y a des groupes de musique du coin, tout traditionnel, machin. Et c'était trop bien en fait, c'était une journée hors du temps pour la fête puis dans un patelin qui est tout petit en fait, c'est en pleine cambrousse, complètement paumé au fin fond de la Corrèze. Et c'était une journée géniale, hors du temps, et on a eu plein de monde. C'était hallucinant.
Du coup, c'était le lancement, on a fait le lancement de Hoplabi. Et vous l'avez refait du coup cette fête? On l'a refaite pour Hop la Puce. Alors Ouais. du coup, après, ça nous a plu. Et presque pour faire la fête, on a fait notre jeu Hop la Puce. C'est comme ça que j'ai transformé en gamme. Et du coup, si on met la boîte de Hop la Puce à côté de celle d'Hoplabi, ça continue le... Ouais. Ce qu'avait fait râler Tony d'ailleurs, parce qu'il avait fait le terrain, le sol de Hoplabi. En fait, on voit les rainures. Ouais. C'est comme si tu dépliais le tissu du jeu. Sauf que du coup, après, il a dû s'adapter pour la suite. Au niveau de la perspective, il n'avait pas prévu non plus. Bref, il a bien galéré. Donc après, on a fait Hop la Puce, on a refait la fête, machin. Ah non, pardon, on n'a pas fait de fête pour Hop la Puce, on a fait pour Hop le Jeton. D'accord, pour le 3e. Ouais, c'est ça. Il faudra attendre le 5e pour refaire la fête. Le 4e. Ah non, non, Mais non, bah, tu en non, sautes on un à fait, chaque fois. Ouais. Alors je suis triste parce que forcément, on a profité de la fête pour... donc ma grand-mère est plus là depuis 10 ans, donc c'était un petit peu en sa mémoire Ouais. quelque part en tout cas. Et tous ces anciens élèves, tout du moins ceux qui sont encore là, s'étaient retrouvés pour la journée et avaient refait la même photo de classe qu'il y a 60 ou 70 ans, au même endroit. Et donc voilà, c'est touchant pour plein de choses parce qu'il y a plein de gens qui s'étaient réappropriés la journée et qui avaient organisé des trucs pendant ce jour-là, indépendamment du jeu en fait. Mais du coup, c'était vachement touchant. Enfin, pour moi, pour ma mère et tous les gens du village, en fait, c'était hyper touchant. Ta maman qui tient toujours une cantine ou Non, c'est terminé ça? non, c'est fini ça. La retraite, elle est bien contente et maintenant elle joue. Alors maintenant, elle organise Chamboultou. C'est la présidente de Chamboultou. D'accord. Et Hop le Jeton, le petit dernier, c'est mon préféré, moi, des trois. Et c'est celui qui marche le moins. Et ouais, comme tu disais, il reprend le principe du pouce-pièce à la fête foraine. Parce que pour le coup, c'est un jeu que j'adorais quand j'allais à la fête foraine. Bah, qui est moins connu aussi. Hein. Les autres sont des jeux traditionnels. Ouais. Ça donne presque une raison d'acheter le jeu, alors que le jeton, on n'y pense pas forcément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, c'est une gamme, donc mais ça prend du temps en fait, mais il faut bosser sur un 4e, j'ai envie en fait de la faire continuer. Même si... Hop, la mare au canard. Qu'est-ce qu'on peut Hop, avoir la d'autre? mare au Ouais, canard. c'est ça, mais la marelle, Hop, hop la la marelle. Ah, il faut que ce soit des jeux qui m'ont touché moi. Oh, je suis très pénible, moi, en fait. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment de te remercier, Florent, d'avoir fait le déplacement. Maintenant, tu connais le chemin, donc n'hésite pas à revenir parce qu'on a plein de thèmes qu'on n'a pas abordés. Il y a énormément de choses à discuter, notamment sur ta vision, sur la distribution, la création de jeux. On en a dit pas mal, mais on pourrait y passer des heures. On y a passé des heures d'ailleurs. On verra au montage ce qu'on garde. Et c'est le moment de terminer, après vous avoir salué, après avoir invité les gens qui nous regardent à s'abonner à la chaîne. Comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux et on vous dit, on va faire un jeu. Voilà, on va terminer par notre jeu sur lequel on va se dire au revoir. Et je te propose de faire, alors je mets l'image, voilà, mon Cardzol que j'ai créé sur un thème qui est éminemment culturel. Je l'ai créé moi-même. Alors je ne sais pas si j'ai le Ça fait un chouette, talent de Bonnie et de... Moi, t'as quand même quelques petites compétences graphiques. Hein. Et de Rohan, j'ai quelques compétences, mais là, pas du tout, j'ai On juste parle coupé des cartes. du nom de la maison d'édition quand même. Mais c'est ma maison d'édition. Alors, tu sais, Faux tu sais que Yves Renaud a mis quand même longtemps avant de découvrir qu'il y avait un jeu de mots. Ouais, Par exemple. d'accord. Il y en a Tiens, beaucoup. je te donne tes cartes. Oui. Voici mes cartes. Ok. Je l'avais proposé à Sylvain de le faire, mais il a... Je pense que t'es plus fort que moi. Ah bah c'est Faut possible. qu'il y ait une On compétition. va pas vous mettre... C'est un vrai puzzle, donc ça prend un petit moment. On va pas vous mettre tout le puzzle, mais on vous montrera qui est-ce qui a gagné. Le premier qui arrive à reconstituer l'image, on peut se mettre sur la table, hein, même s'il y a le son qui est dessus, remporte Se le mettre sur la point. table. Là, on met... La phrase est tout à fait compréhensible. Là, je mets 10 points en jeu. On est bon? Ouais, tiens, Allez, mets-toi là, hop, mets-toi c'est à parti. gauche. Et moi, je suis très fort en œuf sur le plat. Genre, t'as fini. J'ai fini. Ça va. C'est fini. Fin de la vidéo. Sur une victoire d'un monde de jeu. Bravo. je suis très content. Regarde, Bravo. il est magnifique, non? Ouais, c'est Je beau. suis presque. J'ai trouvé le jeu où j'étais presque imbattable. Par contre, c'est un peu long à faire, hein, donc je sais pas si on va faire un tournoi dans chacune de nos vidéos. Eh, c'est chouette quand même. C'est autre chose que Klimt.